Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 25, rencontre 18, Triticum, rémunérer le travail des paysans et paysannes par des filières bio et locales. Aujourd'hui, on est à Rouen pour échanger avec l'association Triticum et plus particulièrement Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Donc Triticum, c'est une association normande qui est membre du réseau Semences Paysannes et on va le voir, c'est une association qui fait énormément de choses. Donc on va commencer par présenter l'association de manière générale et ensuite on se concentrera sur le sujet de leur travail sur la structuration des filières. Et je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler de l'asso. Est-ce que tu peux d'abord te présenter rapidement, personnellement, et puis en introduction aussi, me dire quelle est pour toi ta définition de la biodiversité cultivée? Ok, donc je suis Clémence Dupont, je suis coordinatrice de l'association depuis bientôt 2 ans. Je suis rentrée dans cette association en tant que bénévole à l'origine, et puis avec le temps, je suis devenue chargée de projet et aujourd'hui coordinatrice. Donc c'était dans le cadre d'une reconversion professionnelle que j'ai découvert tout ce milieu et tout ce travail. Pour moi, la biodiversité cultivée, c'est la vie en fait, tout simplement. C'est toute cette palette de couleurs, de formes, de senteurs. C'est notre histoire aussi, d'évolution. Et puis c'est aussi les gens qui la font vivre et qui la travaillent en fait. Voilà, on peut pas penser à la biodiversité cultivée aujourd'hui sans tous ces gens et ces paysans qui mettent de l'énergie à la retrouver. Merci. Est-ce que tu peux maintenant présenter l'association, un peu son historique? Et puis, moi, ça m'intéresse souvent de savoir quelles ont été les motivations des cofondateurs, cofondatrices à la créer. Ça a été fondé donc en 2019 et à l'origine, c'est un groupe de citoyens en fait qui a fondé cette association. Ce qui est un peu particulier peut-être par rapport à d'autres projets de maisons de semences paysannes qui sont plutôt portés par des paysans. Il n'y avait pas de travail autour des semences paysannes en Normandie sur le volet professionnel. Les citoyens en question ont rencontré des paysans qui étaient intéressés par ce sujet-là. Et puis à l'époque, il y a un chiffre qui les a beaucoup marqués, dont que tu dois souvent évoquer, c'est cette perte massive de la biodiversité cultivée, les fameux 75% perdus en l'espace de à peine 100 ans. Et voilà, ils ont voulu travailler sur ce sujet-là pour toutes les dimensions qui comportent. Donc on part de la semence, mais finalement on touche à toute la chaîne alimentaire derrière, tous les gens qui la font vivre. Et donc avec cette prise de conscience que dans un monde avec des contextes très changeants, avec des conflits, avec les problématiques qui sont déjà là et qui nous attendent en termes de dérèglement climatique, il fallait travailler à des systèmes plus résilients localement. Le premier mot d'ordre, je pense que ça a été cette quête d'autonomie d'un territoire, et l'autonomie à leurs yeux commençait aussi par la semence. Donc ils se sont rapprochés de paysans. Au tout début, ils ont travaillé plutôt sur les céréales, ça a été le premier objet de l'asso, et je pense du fait de l'attachement surtout au produit qu'est le pain, qui parle beaucoup. Et puis parce que c'est un aliment, on l'oublie souvent, mais la céréale, on en consomme tous les jours. C'est
c'est la base de notre alimentation depuis des siècles, donc c'était important. Et depuis 2021, on travaille aussi sur le volet potagère avec un groupe de maraîchers bio qui nous ont rejoints également. Ok. Donc voilà pour la fondation. Ça a tourné quand même pendant plus d'1 an uniquement avec des bénévoles. Donc toute la recherche des variétés, aujourd'hui on en a 200, un peu plus de 280 sur les céréales. Tous les premiers sachets qui sont sortis de conservatoire, enfin tout ça, ça a été un énorme travail de bénévoles. Les premiers essais, la première parcelle d'essais de céréales, tout a été fait de A à Z aussi avec des bénévoles, avec des étudiants, ingénieurs agro, avec des gens qui s'intéressaient à tout ça. Et puis petit à petit, l'association a pu bénéficier de premiers financements, se développer avec des premiers postes salariés, et puis peu à peu étendre son champ d'action. Donc aujourd'hui, on est 7 salariés pour 6,3 ETP, donc avec 3 profils plutôt ingénieurs agro qui sont vraiment sur la partie essai et filière. On a Marie sur la partie sensibilisation événementielle et on a Julien sur l'animation de la ferme pédagogique et des semences potagères, et puis une comptable. Et du coup, je parle de ça parce que ça montre bien en fait nos 3 axes aujourd'hui de travail. Donc on a un premier axe qui est vraiment autour des essais, de la recherche et l'expérimentation de variétés. Ça consiste donc à les observer, les caractériser, faire des tests de transformation, s'assurer qu'en fait la variété elle est non seulement ancienne et paysanne, mais elle est aussi utile aujourd'hui dans des réseaux professionnels. Elle est pertinente dans nos contextes d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier travail qui nous emmène à faire de la multiplication dès qu'il y a un intérêt à le faire. Et puis le deuxième axe, ça va être la structuration des filières. Donc ça, c'est un sujet qui est venu assez vite, parce que finalement, les agriculteurs qui ont bénéficié des variétés qu'on a multipliées, très vite, ils nous ont fait entendre que c'était bien gentil de travailler avec des variétés paysannes et de les multiplier, mais qu'il fallait peut-être se soucier de leur valorisation derrière. Évidemment, quand on travaille avec ces variétés, on n'a peut-être pas envie que ça finisse à la COP avec le reste. Et donc là l'enjeu, ça a été vraiment de se dire comment on fait localement pour que ce que produisent des agriculteurs qui viennent de variétés paysannes, ça soit valorisé comme tel et dans des réseaux locaux les plus proches possibles des agriculteurs. Et puis le troisième axe, c'est la partie sensibilisation à laquelle on tient beaucoup aussi. En fait, dès le début, il y a eu et des citoyens et des professionnels dans l'asso, et on a voulu vraiment faire en sorte que ces deux mondes se côtoient, se rencontrent, se parlent, échangent. Et pour nous, c'est indispensable qu'aujourd'hui tout le monde se saisisse de ces enjeux autour des semences, et puis plus généralement de l'agroécologie, de la transition alimentaire. Du coup, c'est vraiment nos 3 axes. Il y a des ponts entre eux, et on s'assure de ça. Oui, c'est super intéressant de voir que c'est des citoyens qui ont créé l'asso, mais que tout de suite, ils ont vu que c'est autour de cet enjeu d'autonomie, il fallait mobiliser les agriculteurs. Comment tu dirais qu'ils se complètent en fait, ces citoyens et ces agriculteurs? T'as parlé par exemple des accessions qui ont été sorties majoritairement par les citoyens. En gros, est-ce que tu peux préciser un peu quelle force ça génère, cette interaction entre citoyens et agriculteurs? Clairement, le travail qu'on a fait là, sans bénévoles, sans citoyens, je pense qu'on n'aurait pas réussi à le faire, parce que quand on sème, combien on a fait de parcelles là, juste sur l'hiver, on doit être à 150 parcelles sur la parcelle d'essai, donc on aura le double avec les variétés de printemps. Tout ça, on met sur des parcelles de 4 mètres carrés à 100 mètres carrés. Il y a énormément de travail manuel. Et pour tout ce qui est semis manuel et moisson manuelle, c'est là où on s'est dit, mais en fait,
ce travail-là, cette étape de multiplication d'observations, ça va difficilement être un agriculteur qui va pouvoir le faire. Est-ce que c'est pas finalement un travail d'intérêt général qui a vocation à être porté par tous, et donc on est tous des citoyens et on a tous vocation peut-être à participer, à aider les paysans à se réapproprier tout ça. Donc ça se traduit beaucoup par voilà, effectivement les citoyens par exemple qui viennent nous aider sur les parcelles d'essai, mais ils sont enfin c'est quand même assez rigoureux comme travail, et donc ce sont des citoyens qui se sont quand même vachement formés au fil du temps. Enfin aujourd'hui il y a pas mal de bénévoles, de membres de l'asso, et qui sont tout à fait en mesure de parler des semences paysannes, des enjeux agronomiques et autres, et qui se sont vraiment appropriés ce travail-là. Voilà, ça les implique par l'action, ça leur fait se réapproprier plein de savoirs, et ça aide, ça appuie en fait ce travail de recherche qui appuie le travail des paysans. Et ben si ça te va, on peut passer maintenant à la question des filières, parce que justement, une fois que on a multiplié ces variétés, qu'elles sont disponibles en plus grande quantité, elles passent dans les champs des paysans, et la question de la transformation arrive. Tu l'as un peu précisé, mais le cheminement, là, il est vraiment venu des agriculteurs qui ont eu des besoins de vente, en fait, de ces variétés paysannes. Ouais, en Normandie, ça n'existait pas du tout avant des moyens de commercialiser des variétés paysannes. En fait, il y avait des agriculteurs, quelques-uns qui travaillaient avec des variétés paysannes chez eux, mais c'était des initiatives isolées, et ils avaient trouvé leur petit circuit en fait pour leur production, mais on n'avait pas tout ce travail de valorisation en collectif. Donc voilà, ça restait de la petite échelle. Plutôt paysan boulanger. Voilà, c'est ça. Et du coup, avec l'augmentation des volumes, là par contre, il y a eu besoin de faire un vrai travail pour trouver des nouveaux débouchés, voilà, et qui trouvent un débouché à leur récolte pour la valoriser correctement. Okay. Ouais. Et du coup, comment vous avez fait alors pour structurer ce groupe filière? Bah, beaucoup de discussions et d'échanges. Ça s'est accéléré quand même en 2023. On a mis en place un COPIL, donc un comité de pilotage. Et donc là, on a fait appel aux adhérents pros et à des citoyens aussi, en disant maintenant, si on veut avancer dans ce travail de filière, il faut construire une charte en collectif, déjà se mettre d'accord sur quelles sont les règles dans cette filière, comment on travaille, quel est le rôle de l'association aussi là-dedans, où il commence, où il s'arrête, voilà, et quelles règles on va se donner surtout pour agir en faveur d'un projet qui est résilient, quoi, qui doit être bénéfique pour les producteurs comme pour les consommateurs du territoire. Et donc, il a fallu s'appuyer, le COPIL, c'est parce qu'en fait, pour faire ce travail-là, faut s'appuyer quand même sur un groupe qui est un peu stable, avec des gens qui sont motivés pour revenir à chaque réunion et tout ça. Donc, on est vraiment parti sur la base du volontariat avec les acteurs les plus motivés. Des citoyens aussi de l'asso ont participé parce que ça nous semblait important qu'il y ait ce regard aussi du consommateur, on va dire, là-dessus. Et puis on a travaillé point par point aux règles de la filière et surtout aux règles de qualité en fait du produit fini. D'abord ça a demandé, on s'est quand même intéressé à ce qui existait ailleurs en France en fait, donc ça nous a amené à la rencontre d'autres projets. Voilà, dans votre projet, qu'est-ce qui marche pas, de quoi on peut s'inspirer. Enfin voilà, c'est aussi la force, je pense, du réseau Semences Paysannes, c'est de pouvoir facilement quand même être en lien avec d'autres groupes, d'autres acteurs, d'autres structures qui ont monté des choses. Et donc on s'est pas mal inspiré des retours qu'on a eus. Et donc ça a travaillé à cette charte. Et par exemple,
il y a eu toute la question tout bête, voilà, la farine qui sort de cette filière, comment elle doit être, quelles règles on se donne. Et donc, par exemple, là, dans la filière, on va pas en dessous de T80 pour la farine. Donc ça, c'est un des points qui a été débattu, par exemple. Donc, on estime que consommer de la T55 pour perdre la moitié de la qualité nutritionnelle de la céréale qui a poussé dans le champ, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on va se donner une règle pour dire nous on descendra pas en dessous de tel taux. Après il y a la règle par exemple qu'ils ont adoptée qui est que la farine, enfin le grain doit être uniquement moulu sur meule de pierre. Donc on a exclu tout ce qui est moulin à cylindre. Alors là encore, c'est vraiment dans un objectif de préserver toute la qualité nutritionnelle du grain. Et puis aussi, la meule de pierre, c'est des outils qui peuvent revenir dans les fermes, qui peuvent permettre la diversification des activités de paysans, qui est moins évident sur des meuneries à cylindre. Donc voilà, il y avait aussi cet enjeu-là de se dire la meule de pierre, elle est aussi, enfin c'est des choses dont on peut se réapproprier le fonctionnement et le développement, parce que en Normandie par exemple, là aujourd'hui, on a très peu et donc on a des enjeux à ce que ça se développe pour éviter que le grain il fasse plein de kilomètres pour aller dans la bonne meunerie. Donc voilà, donc tout un tas de règles comme ça ouais, donc on travaille évidemment que au levain. Le vin 100% le vin naturel, donc voilà, il y a des débats. Est-ce que, nous, il y a pas mal de boulangers qu'on a rencontrés, par exemple, qui bossent au levain, mais ils mettent un tout petit peu de levure parce que ça les aide, ça les rassure, ça stabilise un peu les choses. Voilà, nous, la charte de filière, c'est 100% le vin naturel. Donc finalement, aujourd'hui, un boulanger qui veut rejoindre la filière, il va devoir bosser un petit peu là-dessus et finalement. Voilà, et des fois, ça lui fait évoluer ses pratiques et aussi se rendre compte que, voilà, c'était peut-être pas si compliqué ou, voilà. Il y a des objectifs d'autonomie aussi des paysans. D'autonomie sur la semence. Les agriculteurs bio du réseau s'engagent à avoir une grande part d'autonomie semencière. Et puis évidemment, le pain doit être issu de variétés paysannes cultivées en bio en Normandie, moulu sur meule de pierre en bio en Normandie, avec des règles aussi de distance géographique entre le moulin, le boulanger, etc. Et puis, il y a eu pas mal de débats aussi sur la boulange. Donc, pour l'instant, en fait, le collectif a décidé que le boulanger pourrait être dans la filière, même s'il n'est pas labellisé bio. Okay. Ça a été un débat parce qu'évidemment, quand on demande à des paysans qui payent en fait une labellisation, des meuniers qui payent une labellisation, derrière, c'est sûr qu'on peut entendre que ce soit dommage que le boulanger soit pas vraiment labellisé. Néanmoins, il doit utiliser de la farine qui, elle, est bio, bien sûr. Et pour l'instant, c'est vraiment en lien avec les contraintes économiques et les enjeux autour de l'énergie qu'ont connu là les boulangers ces dernières années, qui nous a fait prendre cette décision. L'objectif pour le moment, c'est que finalement, ces produits soient consommés et qu'ils soient bons pour la santé. Donc, je pense qu'on y répond, que le boulanger soit labellisé ou pas. Mais je suis sûre que c'est un débat qui reviendra sur la table du COPIL dans les années à venir. Oui, c'est intéressant, c'est aussi de se laisser la latitude de s'adapter. Et l'expérience, parce que c'est sûr que voilà, une charte, c'est quelque chose d'évolutif, quoi. Surtout quand on construit en collectif comme ça. Il faut se laisser de l'air pour évoluer, donc se donner des cadres aussi qui permettent d'évoluer. Voilà, faut faire attention à ce qu'on écrit, comment on l'écrit, comment on le présente, parce que c'est des vrais engagements, quoi. Et donc veiller à pas être dans un fonctionnement ni trop restrictif, ni trop ouvert, trouver l'équilibre en fait là-dedans. C'est ce qu'on cherche à faire aussi aujourd'hui.
Comment ça marche pour signer la charte aujourd'hui, un nouveau paysan, un nouveau meunier, un nouveau boulanger qui veut rentrer dans la filière? Comment ça se passe? On a mis en place une espèce de petite procédure, voilà. En fait, notre chargée de projet filière, donc qui est salariée de l'association, elle va aller à la rencontre de l'acteur qui est intéressé, elle va pouvoir échanger avec lui, connaître ses pratiques actuelles, vers quoi il veut évoluer, est-ce qu'il connaît ce travail-là ou pas du tout, enfin voilà. Le but, c'est de se connaître et ensuite les candidatures sont proposées au COPIL qui a un droit de regard et éventuellement de s'opposer à une éventuelle entrée. Néanmoins, ça n'est jamais arrivé encore et voilà, on le souhaite pas, mais on ne sait pas quelles questions se poseront à nous demain. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Finalement, c'est assez récent tout ça parce qu'on a déposé le label, donc les filières POP pour population. C'est un peu la marque qu'on a trouvée pour identifier les produits qui seront normands, sains, bio et issus de semences paysannes en Normandie. Et je fais une petite digression, mais parce que on peut penser à label sur label sur label sur label, mais ce qui nous a paru important là, c'est d'avoir quelque chose qui finalement est local et très territorialisé. En fait, quand on constate les difficultés de l'agriculture biologique, la crise de confiance des consommateurs par rapport à voilà, il y a eu une grosse industrialisation quand même de la bio, il y a des grandes surfaces qui sont des marges d'enfer à l'inverse des paysans, faut toujours le rappeler. Et en fait, peut-être que ce label AB finalement aujourd'hui il suffit pas pour dire aux gens voilà, ce produit il a été fabriqué ici, en plus dans un cadre collectif. Et c'est un peu notre pari, c'est l'essai qu'on fait là, c'est de se dire peut-être qu'à un moment il pourra être identifié par un certain nombre de personnes et qui donneront confiance aussi pour faire confiance au boulanger qui le vend, ou à l'agriculteur qui le produit. Et ouais, donc là-dessus, il y a eu un boulot de graphiste, de brainstorming et tout ça pour monter ça, mais on est content du résultat, franchement. Et aujourd'hui, on espère aujourd'hui, on œuvre vraiment pour que ça essaime et que ça se fasse connaître sur le territoire. Donc, il répond, ce label, finalement, je pense, à une attente du consommateur, peut-être de savoir avec quoi il travaille. Et il a aussi vocation à aider plus les professionnels. Par exemple, les boulangers de notre réseau nous disaient nous on travaille au levain, semences paysannes, mais en fait on sait pas toujours bien le valoriser, on sait pas toujours bien expliquer aux gens assez facilement quel est l'intérêt de travailler avec ça, pourquoi on travaille avec ça, etc. Donc ça nous a amené à construire ce qu'on a appelé un kit de communication, qui est en fait des affiches, des leaflets, des trucs comme ça. Et tout ça, tous les adhérents, les filières POP, ils en bénéficient en fait directement de tous ces kits, de tout ce travail-là. Et ça les aide derrière à diffuser ça. Et du coup, oui, vous avez, pour l'instant, dans la filière, il y a tout le monde. Vous avez déjà plusieurs boulangers, plusieurs meuniers. C'est ça. Alors, dans le réseau Céréales Triticum, c'est adhérents à jour de cotisation, on doit être à 50-60. La filière, les filières POP, vraiment ce travail de filière, là on doit être à 10-15 pros qui l'ont rejoint. Que en un an c'est bien, ça va se développer, je n'en doute pas. Le gros enjeu nous qu'on a, c'est finalement de faire coïncider les volumes produits avec ce qui passe en fait, ce qui peut rester sur le territoire. Donc on avance un peu en crabe et l'idée c'est que surtout les agriculteurs ne surproduisent pas quelque chose qu'ils n'arriveraient pas à valoriser et qui les découragerait.
Et d'ailleurs, il y a d'autres filières en France où on a pu observer que la surproduction, finalement, les a pas aidés derrière pour continuer ce travail-là. Donc ça a été un gros point d'alerte, c'est de se dire, faut pas aller trop vite, il faut avancer en crabe au fur et à mesure où on trouve les débouchés, on augmente les surfaces, etc., etc., etc. Donc là, on est en plein dans ce travail-là. Mais là, sur les projections 2025, sur les semis dans notre réseau, on est à peu près à 85 hectares. Ça vient, il faut le temps d'identifier, voilà, quelle variété, quel mélange de variétés, faire les tests de transformation. Enfin, il y a toute une approche derrière qui vise à ce que ça soit aussi pérenne, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il vaut mieux emblaver à bon rythme, mais que derrière ça suive bien, plutôt que s'enflammer parce qu'on a les quantités aujourd'hui qui sont disponibles et que derrière ça marche pas. Et tu parlais aussi du coup des filières bio, ou enfin des filières en général, où c'est souvent quand même les agriculteurs qui pâtissent de prix qui sont pas assez élevés pour eux. Là, comment vous avez réfléchi cette question du prix à l'échelle de la filière pop ? Alors, à l'échelle de la filière pop, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'association, elle met en relation l'agriculteur avec le transformateur, avec le boulanger qui est le plus près de chez lui. Après, les relations commerciales entre l'agriculteur et le boulanger, pour l'instant, Triticoum estime qu'on n'a pas forcément vocation à mettre le nez dedans, sauf si c'est une attente qui vient des professionnels. Et il y a cette question juridique aussi de l'entente sur les prix qui peut être un sujet un peu touchy, donc on est un peu vigilant par rapport à ça. Pour l'instant, chacun fait son prix et s'arrange avec le pro avec qui il bosse. Par contre, on a commencé des échanges pour savoir comment toi tu construis ton prix. Tiens, qu'est-ce qui fait que toi ton modèle économique, tiens ça marche mieux ou ça marche moins bien. Qu'est-ce qui fait que toi tu perds, toi tu perds pas. Enfin voilà, et au moins échanger là-dessus déjà ça donne des bons leviers, des pistes intéressantes et voilà. Et peut-être qu'on ira plus loin sur les questions de prix à l'avenir. C'est difficile pour une association de se mettre à la bonne place et de trouver sa place dans des relations qui sont aussi commerciales. Donc, on apprend là au fur et à mesure et puis on verra ce que ça donne. Ok, merci. Peut-être que tu peux nous parler rapidement aussi de la création de la filière légumes, si ça te va. Parce que là, celle qui est la plus avancée, c'est la filière céréales, mais vous avez aussi une filière légumes. Alors, c'est quoi vos questions actuelles sur cette filière-là ? Ouais, alors filière semences potagères plus que légumes. Je précise que sur les céréales, on bosse aussi sur une filière brassicole qui avance pas mal. On est en voie de mettre en place le copil et tout ça. Les brasseurs et les distillateurs, ils sont très motivés là, donc c'est cool. Et puis effectivement, les semences potagères, on travaille dessus depuis 2021. Ça a commencé par un groupe de maraîchers qui était du 76, de Seine-Maritime et de l'Eure, en fait, qui avaient l'habitude de se voir de façon assez informelle, une fois ou deux par an, pour s'échanger des semences qu'ils avaient produites. Et donc nous, on les a rencontrés par le biais de connaissances, etc., par notre travail aussi sur les céréales. Et voilà, il y a eu un besoin de ce groupe, exprimé par ce groupe, un peu de se structurer et d'avoir de l'aide pour planifier la production décentralisée de semences. Grosso modo, ce qui se passait, c'est que, je caricature peut-être un peu, mais ce qui se passait, c'est que chaque maraîcher faisait la semence qu'il avait envie de faire. Et puis en bout de course, au moment des échanges, des fois il y avait des grosses surproductions sur certaines choses qui n'intéressaient pas forcément les autres, ou à l'inverse, du manque sur certaines qui auraient pu intéresser les maraîchers. Donc le premier objectif, ça a été de se dire, les maraîchers qui nous rejoignent, on va les aider à faire la planification, on va organiser leurs rencontres annuelles, on va coordonner ce groupe-là, on va essayer d'avoir un petit peu de sous pour que le projet avance, et
du coup, on avait un peu besoin de sous aussi pour s'acheter du matos. Par exemple, on avait déjà la batteuse scientifique, mais on n'avait pas toutes les grilles pour pouvoir battre des potagères. Enfin, voilà, avoir un petit peu de budget aussi. Donc ça a commencé comme ça et on a développé des moyens progressivement et aujourd'hui il y a un certain nombre de maraîchers de ce groupe qui a bien avancé sur la production de semences, qui a pris de l'appétence à ça et certains ont déjà leur propre site internet où ils vendent leurs semences. Ils les vendent sur les marchés et tout ça. Et en fait, l'idée là, c'est de faire ce projet, mais plutôt en collectif, pour avoir une gamme plus large, et donc d'aller là vers, on serait plus que sur un groupe d'échange, mais on aurait un sous-groupe entre guillemets de production-vente, et là on va vers de la commercialisation de semences potagères à des jardiniers et à des amateurs. Donc des semences potagères de sélection normande, avec tout cet enjeu de dire déjà si la semence elle a été multipliée ici et pas à l'autre bout de la France, ça va être plutôt utile pour le légume derrière. Puis avec aussi on veut que cette vente de semences, il y aura toute une approche aussi pédagogique. Et donc là c'est le sujet sur lequel on travaille pas mal et qui est en voie de développement. Mais pareil, là, faut y aller à bon rythme en fait, parce que pour les maraîchers, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'argent, donc il faut qu'on fasse les choses par étapes et correctement pour que ça marche. Donc ouais, on est content que ça avance parce qu'en fait, en 2021, moi je me souviens, j'étais là à la première réunion avec les maraîchers que je rencontrais à l'époque. Et je me souviens des gros marqueurs, c'était nous on a besoin de monter en compétences techniquement. Voilà, on a besoin d'aide pour la cordeau et tout ça, et on voit que finalement quelques années après, il y en a certains qui ont acquis ces compétences-là et qui ont développé les choses et qui veulent passer à l'étape supérieure, et ça c'est top quoi. Deuxième question signature du podcast, du coup, est-ce que tu peux nous donner une recette que tu affectionnes particulièrement avec soit une variété pop, soit une espèce plutôt sous-utilisée? On va faire des crêpes avec de la farine pop. Non, franchement, je suis pas une grande cuisinière, et puis en fait, j'ai jamais le temps, c'est ça. Mais la recette des crêpes de ma grand-mère, c'est 500 grammes de farine pour 1 litre de lait, pour 5-6 œufs quand même, elle en mettait, 50 grammes de sucre, un bon bout de beurre normand, et puis ça roule quoi. Oh, miam. Accompagné d'une petite bière d'orge paysanne aussi, évidemment. Ah oui, pour les deux. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci à toi, Emma. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. On espère que la découverte de l'association Triticum vous aura plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur le site Libérapay. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux ou nous envoyer un mail pour nous poser vos questions. N'hésitez pas aussi à mettre des étoiles ou un petit commentaire sur les applications qui le permettent. À bientôt!